Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, un document exclusif, la première prise de parole des femmes de djihadistes étrangers retenues au Kurdistan syrien. Elles sont environ 500, ni prisonnières, ni réfugiées, elles n'ont aucun statut légal. Il y a quelques dizaines de Françaises empêchées de rentrer chez elles, mais qui refusent qu'on leur enlève leurs enfants, comme le propose la France. L'envoyée spéciale d'Europe 1, Gwendoline de Bono, est la première journaliste à avoir pu entrer dans le camp de Roge. Reportage exceptionnel à suivre dans un instant. Dans l'actualité de ce mardi, la situation bloquée à Notre-Dame-des-Landes, où 11 000 grenades ont été tirées en 8 jours. Information de Guillaume Bier. Encore 2 journées de grève à Air France malgré une nouvelle offre salariale de la direction. Emmanuel Macron aujourd'hui devant le Parlement de Strasbourg pour tenter de transformer l'Europe et aussi pour gagner les élections l'an prochain. On en parle avec à 8h15 avec Virginie Calmels, la numéro 2 des Républicains. En football, une drôle de demi-finale de Coupe de France ce soir à Nantes entre 2 équipes amateurs, les Herbiers et Chambly. Et puis, Laurent Cabrol vient de vous le rappeler et c'est pour vous la nouvelle numéro 1 de cette journée. Nous serons aujourd'hui comme en été avec un grand soleil sur tout le pays, des températures qui s'envolent, mais aussi pour des millions d'entre vous, le nez qui coule, les yeux qui piquent et la gorge qui gratte. Platane au sud, Boulot au nord. Pauline Jacot, c'est la moitié de la France qui est en alerte rouge au pollen. Ne leur parlez pas de ce printemps qui est enfin arrivé, des quelques rayons de soleil et des températures qui enchantent les amoureux des terrasses. Pour eux, en ce moment, c'est plutôt marche rapide dans les rues de Paris, mouchoir sur le nez. La gorge qui pique, difficulté à respirer, sinusite, enfin la totale quoi. C'est infernal tous les ans. Ça commence par la gorge, des lèvres qui sèchent. Quand ça va trop loin, c'est les yeux qui commencent à gratter. Je me suis réveillé avec les yeux collés. Ça fait une semaine que ces allergiques sont de plus en plus nombreux à passer la porte de la pharmacie de Georges, 50 en une seule journée. C'est pire que les années précédentes à cause, dit-il, des températures qui ont grimpé du jour au lendemain. Malheureusement, pas de remède miracle, il faut toujours appliquer les mêmes méthodes. Des antihistaminiques en comprimé. Si c'est les yeux, on donne des collyres. Si c'est le nez, on donne des sprays. C'est soulager les gens, point. Dernier conseil pour tenter tout de même de profiter des beaux jours, se laver les cheveux avant de se coucher, fermer les fenêtres en voiture et éviter au maximum de faire sécher votre linge à l'extérieur. Pauline Jacot, l'alerte rouge dure jusqu'au 20 avril. Europe 1, 8h02. On en parle depuis des mois sans jamais avoir pu les entendre. Ces femmes de l'international djihadiste capturées avec leurs enfants par les forces kurdes lors de l'offensive victorieuse contre Daesh dans la région de Raqqa. Document exceptionnel donc, ces femmes rassemblées dans le camp de Roche situé à l'extrême nord-est de la Syrie. Vous avez été la première journaliste à leur rendre visite pendant 2 jours. Bonjour Gwendoline de Bono. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Autour de vous donc des femmes de toutes origines qui se sont engagées plus ou moins directement auprès de l'État islamique. Oui, c'est l'international djihadiste isolé au milieu des champs de pétrole. 500 familles de 20 nationalités vivent ici. Ce qui frappe lorsque l'on entre, ce sont toutes les langues que l'on entend parler. Des Allemandes, des Tunisiennes, des Françaises. La majorité a vécu dans la ville de Raqqa. Elles sont passées par la prison et les interrogatoires des services américains avant d'arriver ici. Certaines se sont rendues pendant l'offensive. D'autres ont été prises dans une souricière montée par la coalition à l'image de cette portugaise. Les passeurs qu'elle a payés pour rejoindre des régions sans combat les ont en fait rabattus sur les forces kurdes. J'ai essayé de sortir pour aller sur Idlib, que ça bombardait pas. Je voulais m'installer là-bas et puis en fin de compte, j'avais payé des passeurs et c'était des faux passeurs en fin de compte. C'était des passeurs qui étaient déjà en relation avec l'IPG. L'IPG, les forces kurdes. Oui. Donc tout votre groupe a été arrêté. Ouais, tout le monde, ouais. Alors depuis, elles ont fait de la prison, elles en sont sorties avant d'être rassemblées dans ce camp. Quel est le statut de ces femmes ? Rien de connu, très clairement le camp de Roche se situe dans les limbes du droit international. Ce groupe de Françaises en a bien conscience. On ne sait même pas c'est quoi notre statut ici. On n'est pas prisonnier a priori et on n'est pas non plus réfugié. On fait qu'on reste là toute notre vie. On ne sait pas si nos pays vont nous reprendre, on ne sait pas si on va rester là. On a la possibilité de contacter uniquement notre famille. On n'a pas le droit d'avoir de contact avec nos avocats par exemple. Mais c'est très très restreint. C'est les 20 premiers qui passent le matin quand on doit parler, tous les 5 jours. Toutes ont des enfants, les plus petits sont dans leurs bras, les plus grands jouent dans le sable. Conformément à la position française, le rapatriement de ces enfants leur est proposé via le CICR, la Croix-Rouge. Refus catégorique. Je préfère qu'on me tire une balle dans la tête qu'on me retire mes enfants. Où ils vont aller ces enfants? Est-ce qu'ils vont rentrer chez nos familles, genre chez nos parents ou à la DAS? Nous on veut savoir tout ça, on veut savoir comment ça va se passer. Des familles d'accueil, on a très peur de tout ça aussi. Qu'ils soient catalogués eux comme nous et qu'ils soient maltraités. Donc vous avez dit non? Oui, moi j'ai dit non. Nous, je comprends, je veux bien voir que la France et les Français ne veulent pas nous voir et tout ça. Mais eux, il faut faire quelque chose. Et c'est pas en nous les enlevant et en les arrachant de leur mère que ça va aider. J'ai fait une connerie, moi, je vais payer. Mais eux, c'est quoi leur tort?
Alors sur ce point, Gwendoline, sur le point du rapatriement de ces djihadistes, tous les pays n'ont pas la même position. Vous nous disiez que 20 nationalités étaient présentes dans ce camp. Comment ça se passe entre toutes ces personnes ? Un peu comme dans le califat, seul le décor a changé. Il y a quelques amitiés, mais entre les tentes se jouent surtout de multiples disputes, petites embrouilles et trahisons. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est comme là-bas. Les Russes sont avec les Russes, les Turcs avec les Turcs. Chaque pays, ça fait des clans. En plus, il y a des problèmes de langue et tout. D'idéologie aussi. Pourquoi ? Il y en a qui sont plus extrémistes que d'autres. Par exemple, toutes les deux, on met pas le voile. Genre, on va passer à côté, on va nous regarder de travers, on va faire une réflexion. On s'est insulté le mécréant. Les Russes, ils vivent bien comme ça. Dans le camp, on évite le mécréant d'un autre. Cela confine à l'absurde, comme cette femme inscrite sur la liste américaine des terroristes les plus recherchés qui fume en cachette de peur d'être surprise par plus radical. La politique des États à leur égard attise également les tensions. Depuis que cette Canadienne sait que son pays accepte son retour, les sœurs qui patientent toujours sont devenues nettement moins fraternelles. Les gens disent que si tu rentres chez toi, t'es un mécréant. Quand j'ai su que je pouvais rentrer, elles m'ont dit « Mais non, mais comment ton pays peut vouloir de toi ?» J'ai dit « Allez, t'es juste jalouse parce que ton pays veut pas de toi. » Elles m'ont dit « Ferme-la, elles sont juste envieuses. » Position incompréhensible pour une jeune Pakistanaise qui a rendez-vous avec la responsable du camp. Son objectif, ne jamais remettre un pied dans son pays. Trop dangereux, dit-elle. Le Pakistan n'est pas une démocratie. Gwendoline de Bonneau depuis le camp de Roche dans le Kurdistan syrien. Document exclusif à retrouver bien sûr sur notre site europe1.fr. Pour ce qui est de l'attaque au gaz près de Damas, les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques n'ont toujours pas pu accéder au site de Douma. La Russie invoque un problème de sécurité, mais les États-Unis soupçonnent les Russes d'avoir nettoyé la zone pour empêcher la découverte de preuves. L'Europe de Macron, l'avenir du continent vu par le président français, ce sera tout à l'heure à Strasbourg, discours à 10h devant le Parlement européen. Emmanuel Macron, pour l'heure, a du mal à faire avancer ses idées de réforme, mais il tente de faire avancer sa construction électorale, car on est à un an du prochain scrutin européen. Isabelle Horry, il s'agit pour La République En Marche de trouver des alliés en Europe et de former une sorte de famille politique. Depuis 5 mois déjà, Pierre-Alexandre Anglade arpente le continent. Un jour en Italie, un autre à Bruxelles, bientôt en Scandinavie. Ce trentenaire, député des Français de l'étranger, joue le VRP de La République En Marche dans l'Union européenne. Sa mission, prendre des contacts informels avec les personnalités ou les partis qui se reconnaissent dans les idées d'Emmanuel Macron. Son objectif, arriver d'ici l'automne à les réunir sous une bannière commune pour partir au combat ensemble au scrutin de mai 2019. L'enjeu est très élevé parce que ce n'est pas simplement l'élection de quelques députés européens. L'enjeu, c'est soit la relance de l'Union européenne, soit éventuellement sa disparition. Lorsque l'on refonde quelque chose, on le fait au fond avec des nouvelles structures, de nouvelles habitudes. Peut-être oui, un nouveau groupe, nous verrons ce à quoi ça ressemblera, mais en tout cas, on travaille à quelque chose de nouveau. Cette ébauche d'une Europe en marche se heurte à des résistances. Dans l'UE, les familles politiques installées traînent les pieds. L'envoyé de l'Elysée plaide pourtant que le choix désormais, c'est entre l'Europe de Macron et celle d'Orban, le Premier ministre hongrois. Le président devrait d'ailleurs ce matin évoquer l'urgence du moment, la responsabilité d'agir pour défendre le modèle européen. Dans les coulisses, ses partisans espèrent convaincre les indécis. Strasbourg, Isabelle Horry, Europe 1. En France, toujours les mêmes conflits à la SNCF. Le mouvement reprend ce soir 20h, alors que le projet de loi ferroviaire doit être adopté aujourd'hui à l'Assemblée. À Air France, 2 nouvelles journées de grève aujourd'hui et demain. 70% des vols assurés, mais seulement 55% des longs courriers. La direction a fait un nouveau geste, 2% de hausse des salaires tout de suite et une hausse de 5% sur 3 ans, tandis que les syndicats réclament 5% dès cette année. Ils ont jusqu'à vendredi pour donner une réponse, mais dès ce matin sur Europe 1, le président du syndicat de pilotes SNPL, Philippe Evin, a parlé de propositions en trompe-l'œil. On ne peut pas accepter ça, a-t-il ajouté. L'économie et la politique, c'est aussi cette question souvent posée dans le débat public. Les baisses d'impôts créent-elles vraiment des emplois ? Eh bien, Bercy a fait tourner ses modèles et transmis les résultats à Bruxelles. Nicolas Barré, c'est la première fois que des chiffres sont dévoilés. Oui, voilà, les experts de Bercy ont calculé l'impact de l'ensemble des mesures fiscales adoptées depuis le début du quinquennat. La réduction progressive de l'impôt sur les sociétés qui va passer de 33 à 25%, la transformation du CICE en baisse de charges pérennes, la suppression partielle de l'ISF, ou encore la fameuse taxe unique, la flat tax, sur les revenus du capital. Autant de mesures qualifiées par ceux qui s'y opposent de cadeaux aux riches ou aux entreprises. Et qui coûtent cher en effet. Oui, 12,4 milliards d'euros précisément. Alors pour quel bénéfice économique ? Eh bien, verdict de Bercy que nous vous révélons ce matin, ces mesures vont créer 260 000 emplois à l'horizon 2025 et même 440 000 à plus long terme. Là, on demande à voir quand même. Elles rapporteront 1,6 point de croissance en plus. Ces calculs sont intéressants parce que c'est la première fois
fois que les effets de la politique fiscale d'Emmanuel Macron sont mesurés, on voit qu'ils sont significatifs, ce qui n'empêchera pas ceux qui critiquent cette politique de dire que cela fait cher par emploi créé. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, merci. Et puis à Notre-Dame-des-Landes, la situation s'enlise avec des activistes qui reforment les barricades dégagées un peu plus tôt par les forces de l'ordre. 2000 gendarmes toujours mobilisés, Guillaume Bier. C'est désormais la deuxième phase de l'opération. Empêcher à tout prix les zadistes de reconstruire les 29 squats évacués et détruits la semaine dernière. Objectif, tenir le terrain. Alors, chaque matin, les gendarmes dégagent les barrages remontés dans la nuit ou détruisent les charpentes et structures de bois réinstallées illégalement. Un petit manège qui va durer toute la semaine. Une bataille d'usure où se mesure la capacité de résistance des deux camps. Environ 700 zadistes face à 2000 gendarmes, fatigués pour certains, marqués par la violence des affrontements. 77 blessés chez les militaires, 2 fois plus chez les opposants selon eux, avec une énorme quantité de munitions tirées par les gendarmes. D'après nos informations, 11 000 grenades ont été utilisées depuis 8 jours, près de 8 000 lacrymogènes, 3 000 assourdissantes et d'autres grenades de désencerclement. Pour autant, au ministère de l'Intérieur, on insiste, il n'y a pas d'enlisement. Certes, les occupants de la ZAD sont toujours là, mais ils n'ont pas tous vocation à partir. Les autorités vont étudier les projets sur formulaire simplifié qui seront déposés jusqu'à lundi prochain, après quoi une nouvelle opération de gendarmerie sera menée. Guillaume Bier, une nouvelle nuit de violence dans le quartier du Mirail à Toulouse, échauffourée entre policiers et jeunes. Dans 2 quartiers prioritaires, 10 voitures ont été brûlées ainsi qu'un engin de chantier, tandis que le commissariat de police de Bellefontaine, qui avait été visité début mars par le ministre Gérard Collomb, a été la cible de jets de pierre. Une étrange découverte sur l'île bretonne de Quéménez dans le Finistère. Amélie et son compagnon se baladaient sur la plage au coucher du soleil lorsqu'ils sont tombés sur un drôle d'objet ressemblant un peu à une baignoire. Ce sera en fait les débris d'une fusée SpaceX. Il a remarqué qu'il y avait une forme vraiment inhabituelle sur la partie de la plage qui se couvre et se découvre avec les marées. Donc il est revenu me voir en me disant mais il y a un truc, ça fait bien 2 mètres, 2 mètres 50 de diamètre, c'est en carbone. On s'est dit que c'était peut-être une pièce de bateau de course, d'avion, oui, d'engin aérien. On a recherché une inscription sur l'extérieur, on n'a rien trouvé. Et à l'intérieur, on a découvert une petite plaque sur laquelle il y avait le logo de SpaceX. On s'est dit non mais c'est même pas de l'aérien, ce serait de spatial. Donc c'était assez incroyable. On l'a attaché et petit à petit, en fait, avec les marées, il s'est rapproché de la côte. Depuis, en fait, on a réalisé ce que ça pouvait potentiellement être. Et voilà, c'est assez incroyable, quoi. Un morceau de SpaceX en Bretagne, sur une plage bretonne. Amélie, jointe ce matin par Chanel Petit. Europe 1, 8h12. Football, 2 clubs amateurs ce soir en demi-finale de Coupe de France. Les Herbiers, Chambly, 10 000 habitants. Toute une ville en noir et bleu. Les couleurs du club qui se hissent pour la première fois à ce niveau. Un écran géant permettra de suivre le match. Les supporters y croient. Bien sûr qu'ils vont la gagner. Pourquoi ? Parce que c'est des tout petits. Plus ils sont petits, plus ils en veulent. Moi, je donne 2-1. C'est des petits poussins. Les petits poussins, ils vont faire voir au canard. Là. On va gagner, obligatoire. Dans une Coupe de France, on ne parle pas de classement ni de quoi que ce soit. C'est une coupe, c'est un match. On a battu Strasbourg, on a battu Granville. Moi, je crois en la victoire du FC Chambly 1-0. C'est déjà historique. Premier club de l'Oise à atteindre les demi-finales, c'est déjà magnifique. Surtout une petite ville comme Chambly, 10 000 habitants, et avec les petits moyens qu'on a de FC Chambly, c'est extraordinaire, quoi. On va se faire entendre, comme d'habitude. On sera là, on lâchera pas. Les Herbiers, c'est magnifique pour eux. On est dans la même catégorie, je pense. Moi, j'ai déjà fait quelques déplacements là-bas. On est toujours bien reçus là-bas. Des supporters de Chambly au micro européen de Cyril de la Morinerie. Les Herbiers Chambly, coup d'envoi 21h au stade de la Beaujoire à Nantes. Europe 1.